Survenant, survenante. Personne qui s'ajoute survient dans un groupe. Salut, moi c'est Annabelle. Moi c'est Catherine. Et moi c'est aussi Catherine, mais vous pouvez m'appeler Renée, le temps d'un balado. On est les survenantes. Est-ce que ça vous arrive d'en avoir marre de la ville? De trouver votre emploi banal et le 9 à 5 ennuyant? Vous avez besoin d'inspiration pour sortir du cadre métro-boulot-dodo? La déconnexion et la vie d'ermite vous font de l'œil? Ça tombe bien parce que dans cet épisode, les survenantes présentent le récit autobiographique Une année à la campagne de l'autrice américaine Sue Hubbell, dont l'histoire est tout sauf ordinaire. Paru en langue originale anglaise en 1986, puis en français en 1988, ce magnifique livre raconte le tournant qu'a pris la vie de Sue Hubbell dans les années 70 lorsqu'elle a quitté sa vie confortable de citadine pour se consacrer à la culture du miel dans la nature sauvage des Ozarks au Missouri. Étalé sur une année complète, ce récit émancipatoire nous plonge dans la contemplation du vivant et fait état des tâches manuelles éreintantes qui ponctuent le nouveau quotidien de l'autrice. Dans cet épisode, Annabelle, Catherine et Renée discutent de leur appréciation de cet écrit de la nature qui trace un portrait réaliste de la vie à la campagne et qui fait aussi l'éloge des plantes, des petites bêtes et des insectes qui habitent le territoire. Elles réfléchissent à l'idée libératrice de vieillir en tant que femme, à notre capacité à tous d'être naturalistes, au plaisir d'observer les oiseaux, aux enjeux éthiques de l'apiculture et finalement au fantasme du retour à la Terre. Vous êtes en compagnie des survenantes. Rejoignez notre communauté sur Instagram afin de nous faire part de vos impressions. Du contenu supplémentaire vous attend sur notre page Patreon. C'est grâce à nos mécènes que nous trouvons les moyens et le souffle pour poursuivre cette grande aventure balado. Bonne écoute! Bienvenue dans notre beau petit studio, les filles. Ça fait plusieurs mois qu'on s'est vus déjà. Là, on est dans notre petit studio. Notre magnifique studio. Notre magnifique studio rempli de matelas makeshift, là. matelas de voyage. Oreiller. Je compte 3 matelas, plein d'oreillers, des douillettes, des boîtes de carton. Il y a de trop beau pour un beau son. Ouais, c'est clair. Annabelle a sorti tout ce qu'elle avait dans tous ses placards, ce qui est vraiment beaucoup de matelas. C'est assez étonnant. Il y a beaucoup de gens qui peuvent dormir chez moi. Le prochain jour de l'an, là, on s'en fait ça. Alors, aujourd'hui, on va parler du livre préféré de Renée, Une année à la campagne. Alors, cette saison, on fait 2 de nos livres préférés. On a fait Le mur invisible avec Annabelle. Et là, on va faire Une année à la campagne. Toi, t'as découvert ce livre-là assez récemment. Oui, mais récemment, ça fait 1 an. C'était l'été passé, en juillet 2022, que j'ai découvert ce livre-là vraiment par hasard. J'avais jamais entendu parler de l'autrice, Sue Hubbell, je savais pas c'était qui. Puis en fait, je bouquinais, je magasinais des livres dans le Myland. Je suis tombée sur la copie d'Une année à la campagne, puis le titre me parlait assez évocateur. Je me suis dit, bon, j'aurais bien besoin d'une année à la campagne aussi. Puis bon, j'ai feuilleté un peu. La couverture, j'ai trouvé vraiment belle. C'était comme c'est la nouvelle réédition dans le fond, fait que c'est un petit cottage anglais avec des arbres, puis tout pour me séduire finalement. Puis je l'ai pas acheté. Non. Non, mais je suis comme ça quand je magasine des livres, comme beaucoup de choses que je magasine, je vais prendre mon temps, je prends des photos. Ouais, moi aussi, puis je me sens mal, là, puis là, j'attends que le libraire ait le dos tourné, puis je sors mon téléphone. Ah oui, hein? Moi aussi, j'ai l'impression de commettre un crime quand je prends un livre en photo. OK. Hey, moi, c'est zéro gêne. En plus, toi, t'achètes pas tant. Moi, j'en achète pas beaucoup. Moi, j'en emprunte beaucoup. Mais je fais la promotion quand même, là. Mais non, j'en achète pas beaucoup. Puis je sors mon téléphone, je prends une petite photo, puis c'est tout. OK. Je pense pas 2 fois, là. Moi, c'est... Ah, c'est drôle. Moi, j'achète tellement de livres que je devrais pas me sentir coupable. Non, c'est ça. Toi, t'es comme tu fais runner le système, comme c'est toi la base de l'économie des livres au Canada. C'est ça, fait que quand je fais ça, c'est souvent quand je suis un peu serrée dans mon budget ou je veux faire attention à mes dépenses. Fait
que je vais aller après à la bibliothèque, voir si c'est disponible. Fait que justement, en rentrant, je suis arrêtée à la bibliothèque avec plein de photos de livres. J'ai emprunté tout ce qu'il y avait, dont Une année à la campagne. Je l'ai lu pas longtemps après. Je l'ai dévoré. Je vais en parler tantôt, mais c'est comme un livre que l'écriture m'a tellement parlé que j'ai pas eu l'impression de lire un livre, mais d'écouter quelqu'un me raconter une histoire. C'était comme une rencontre, comme si j'avais rencontré la narratrice qui est ici l'autrice, là. Fait que c'est vraiment spécial pour moi quand un livre me fait cet effet-là. C'est comme un bruit d'eau, là. C'est comme, ça coule. Ça coule vraiment. Puis là, j'étais vraiment emballée, je vous en ai parlé. Puis j'ai même décidé de lire ce livre-là comme étant dans nos profils sur le site web, de dire ça, c'est mon livre préféré. C'est vraiment dur de faire ça. Je pense que toutes les trois, on a eu de la difficulté à dire, OK, il faut que je choisisse un livre. C'est moi qui ai eu cette mauvaise idée-là. Mais c'est ça, il faut que je choisisse un livre qui me représente. J'aurais de la misère à expliquer en quoi ce livre-là me représente, mais en même temps, oui. En tout cas, je trouve que c'est un livre qui nous représente toutes les trois, mais toi particulièrement. Il y a un peu de nous dans ce livre-là, fait qu'on va peut-être pouvoir exposer comment ou pas. C'est un mystère, ce livre-là, pour moi, puis je pense que c'est pour ça que je l'ai lu, parce qu'il y a quelque chose que je comprends pas. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on comprend pas dans ce livre-là, parce que, tu sais, le sous-titre, c'est Vivre les questions, hein, puis elle fait référence, en fait, à Rainer Maria Rilke, le poète allemand. Puis, au début, un incipit, ça dit « Soyez patient en face de tout ce qui n'est pas résolu dans votre cœur. Essayez d'aimer vos questions elles-mêmes. Ne cherchez pas. Des réponses qui ne peuvent vous être apportées parce que vous ne saurez pas les vivre. Et il s'agit précisément de tout vivre. Ne vivez pour l'instant que vos questions. Peut-être simplement finirez-vous par entrer insensiblement un jour dans les réponses. » Tu viens de m'expliquer quelque chose que j'avais pas compris. Mais j'avais compris dans le sens où j'ai compris les questions qu'elle se pose dans le livre, mais j'ai pas fait le lien avec le petit paragraphe que tu viens de lire. La citation du début. La citation du début, j'avais pas fait le lien. J'apprends quelque chose aujourd'hui. Ben, en tout cas, elle a bien choisi son incipit parce que je pense que ça résume le livre au complet. Puis... Tout à fait. Et c'est ça, cette idée-là, c'est la philosophie, donc on peut dire de Sue Hubble. On le sent tout de suite dès le début qu'elle est vraiment dans l'émerveillement puis dans l'humilité. Elle est pas une personne qui justement qui prétend tout savoir, puis c'est un peu ce qui est arrivé dans son histoire, c'est que cet universitaire biologiste de formation, donc on peut se dire oui, c'est une personne qui se pose beaucoup de questions, puis en biologie, je pense qu'on peut être habitué à pas avoir toutes les réponses. C'est une personne qui se pose beaucoup de questions, qui décide qu'il en a marre de sa vie de bibliothécaire dans l'Est américain et qu'elle va s'en aller, s'acheter une fermette, faire quelque chose dans la nature. Fait un rejet complet de la société de consommation. Donc, elle s'en va avec son mari, puis ils achètent une petite fermette dans les Ozarks, dans le sud-est du Missouri, en se disant « on a étudié en biologie, c'est chill, on va se débrouiller ». Et rapidement, tout ça tombe à l'eau. Étudier le monde vivant puis être dedans en dépendre, c'est deux choses complètement différentes. Fait qu'elle va comme retrouver l'espèce d'émerveillement qu'elle a toujours eu, à savoir pourquoi les sauterelles sur mon terrain existent pas ailleurs. Elle se pose des questions vraiment précises, puis elle se rend compte que finalement, elle avait aucune idée de c'était quoi le monde naturel, puis c'est ce qu'on suit sur 5 saisons. Donc du printemps au printemps, on suit Sue Hubble. On s'en rend, c'est pas un spoiler, là, rapidement le mari va prendre le bord, il s'en va, ça marche pas leur affaire, puis elle décide malgré tout de rester et de se lancer dans une entreprise c'est peut-être pas le bon mot, mais dans un projet de miellerie, fait qu'elle devient apicultrice, elle apprend sur le tas, puis on se rend compte que j'ai jamais fait d'apiculture, j'ai un ami qui en a fait, je la voyais arriver le soir, elle était brûlée, c'est un travail physique éreintant et incessant. Puis tout ça ensemble, ça fait que Sue Hubble, qui est là au début du livre, je pense qu'elle est peut-être dans sa cinquantaine, là, je suis pas certaine, mais au mi-temps de sa vie, disons, elle fait un travail hyper physique toute seule, elle drive son truck, elle a sa chainsaw, elle coupe des arbres, elle sait ce qu'elle fait, mais en même temps, elle sait pas ce qu'elle fait. Elle est, mais vraiment badass. Ouais, c'est comme le mot. C'est le mot. Dans mes notes, là, je l'ai surligné. Ouais, je pense que toutes les trois, là, un mot pour décrire cette autrice-là, ça serait vraiment badass. Vraiment. Vraiment hot. Le livre est d'abord paru en anglais en 1983, donc ça fait quand même un petit bout, aux États-Unis sous le titre A Country Year Living the Questions, puis la traduction française est parue en 1988, donc quelques années plus tard, et a été signée par Janine Hérisson.
tu parles d'un nom parfait pour traduire Sue Hubble. Chose assez rare, maintenant, en 2023, le livre français est plus facile à trouver que le livre anglais, n'est-ce pas, Catherine? Je pense qu'on a toutes les trois. Moi, j'ai acheté en ligne usagée. Ouais, c'est ça, il est très difficile à trouver en anglais. C'est la même chose pour les autres titres de Sue Hubble, qu'elle a écrit peut-être une dizaine d'ouvrages sur le vivant, son rapport au vivant, qui prennent un peu tous la forme du journal intime un peu, puis vraiment difficile à trouver neuf. En fait, il y a que des livres usagés, fait que il est peut-être un petit peu tombé dans l'oubli du marché anglais. Quelques titres ont été publiés par Gallimard, donc réveillez-vous! Il faut remettre ces livres-là. Vraiment, il faut remettre ça en distribution. Je comprends pas, mais à suivre. On vous revient là-dessus. Quand le monde entier aura écouté notre épisode, il y aura peut-être un peu de mouvement à ce niveau-là. Donc, j'étais super emballée, les filles, quand vous avez accepté de lire ce livre-là. C'est toujours spécial quand il y a un livre qu'on aime beaucoup, puis qu'on dit aux gens autour de nous, c'est le meilleur livre ever. Ça veut pas dire que la personne va le lire. Avec vous, c'est rarement le cas. Vous me dites rarement non, René, ça a l'air poche. Je pense que c'est des thèmes que je savais qu'ils vous parleraient, mais j'ai envie de savoir, grosso modo, ça ressemblait à quoi vos expériences de lecture respectives? Annabelle, peut-être pour commencer? Quand tu m'as parlé de ce livre-là, j'ai emprunté ta copie, évidemment. Je voulais le lire dans sa langue originale. Oui. Donc, puis c'est un livre qui était vraiment un beau voyage pour moi, un voyage à travers une année finalement. Le livre porte bien son nom, puis je voulais pas le lire trop vite. Moi, j'ai la tendance à binger mes livres. Ouais. Vous me connaissez, je lis rapidement. Je consacre beaucoup de temps dans une journée à lire. Fait que si je me donne un objectif de finir un livre en une semaine, généralement, j'y arrive. Mais ce livre-là, j'avais pas envie de le manger tout rond. J'avais le goût, mais je me suis dit non, faut que je le savoure parce que le rythme du livre est assez lent. C'est tout doux. C'est tout lent. Il y a plein de petites questions qui sont mélangées avec des anecdotes, qui sont mélangées avec des réflexions, avec des observations. J'avais vraiment envie de m'imprégner du livre, de l'ambiance. Donc, je lisais peut-être 1 ou 2 pages, je le déposais, je lisais autre chose, puis là, j'y revenais. Mais à chaque fois, c'était un grand bonheur de retourner dans ce livre-là. Je l'ai lu pendant l'été. Donc, quand je suis tombée dans la saison de l'été, dans les livres, là, il y avait plein de choses que je me suis mise à remarquer à l'extérieur. J'ai envie de nommer les choses dans ma mini-cour. J'ai envie de nommer tout ce que je croise quand je me rends au travail, par exemple, sur le bord de la rue et tout ça. C'est le genre de livre qui t'amène cette réflexion-là. Donc, c'est un livre qui me fait beaucoup réfléchir, qui me fait énormément apprécier le vivant commun, banal qui est autour de moi, mais qui est finalement extraordinaire. Puis ça m'a donné envie, moi aussi, on en reparlera peut-être, là, mais d'aller m'exiler peut-être à la campagne. Mais évidemment, ce livre-là... Le fantasme. C'est ça, puis on va en reparler tout à l'heure, mais ce livre-là ne fait pas cette promotion-là. C'est plus un livre qui montre, voici de quoi pourrait avoir l'air votre vie si vous faites ce changement-là. Et c'est un livre qui est très réaliste. On montre la belle facette et la moins belle aussi. Oui, absolument. Donc, c'est un livre qui est très humble et cette humilité-là m'a énormément touchée. Donc, à la fois, j'ai appris énormément parce qu'elle nomme beaucoup de choses, elle explique beaucoup de choses. C'est une femme très savante qui apprend aussi beaucoup de choses sur le tas. Donc, j'ai appris sur la coupe du bois, comme l'entretien d'un camion, comme comment s'occuper des abeilles et tout ça, mais j'ai appris aussi comment réfléchir sur certaines questions de la vie, accepter qu'il y a une certaine dose de mystère sur laquelle on sera jamais capable de statuer ou de nommer les choses. Puis il faut accepter ce mystère-là parce qu'il fait partie de la grande expérience de la vie. Bref, vous voyez, je suis devenue une femme sage et illuminée. Mais pour vrai, c'était une très belle expérience de lecture. Donc, je suis vraiment contente, René, que tu nous aies recommandé ce livre-là. Puis je comprends pourquoi c'est ton livre préféré. Oui, hein? Oui. Ouais. Catherine, comment ça s'est passé pour toi? Moi aussi, c'était Annabelle me passait l'exemplaire de René. 4 filles, un jean, de ces 3 filles, un livre. Pour moi aussi, c'était délectable. Je me suis vraiment délectée de ce livre-là.
Je l'ai lu avec bébé dans les bras. Lire des livres, c'est pas mal l'activité principale de ma vie en ce moment, à part m'occuper de bébé. Là. C'était le week-end. Il faisait beau dehors, mais un peu frais. La porte patio était ouverte. J'entendais le vent dans les arbres. Et là, je lisais ça. Là, c'était comme ma définition parfaite d'un week-end. Ouais. Puis évidemment, moi aussi, je l'ai lu sur plusieurs jours, mais cette journée-là, j'en ai lu un bon bout parce que c'était parfait. C'était parfait. Je trouve que c'est tellement une lecture relaxante aussi. Ça nous fait pas confronter les questions de la vie. C'est quasiment méditatif, là. C'est quasiment bouddhiste. C'est comme, ah oui, gros mystère, grosse question. Respirez un peu. Regardez les papillons, c'est magnifique. C'est ça. Saluez l'araignée qui a élu domicile dans votre cuisine. C'est ça. Les petits gestes quotidiens. J'ai l'impression un peu qu'elle nous force à... Je comprends pas comment elle fait pour faire ça parce que elle est douce, mais il y a quelque chose de comme un peu rude, de comme, hey, asseyez-vous, là, lisez mon livre, puis prenez le temps de le lire comme il faut. Moi, je m'en vais à nulle part, je reste là. C'est comme, je sais pas, c'est comme ta grand-mère qui t'oblige à t'asseoir puis à te raconter. Vraiment, là. Dis-moi dans le blanc des yeux, là. Comment ça va? Tu sais, il y a quelque chose mais c'est ça, c'est comme une grande tante badass, parce que vraiment comme, tu sais, un peu comme une sorcière, là, c'est une ermite, dans le fond, aussi. Souvent, elle dit, les gens m'ont appelé, quelqu'un qui m'a appelé, là, une nouvelle personne dans le village là, qui est venue s'installer, qui a quitté la ville, puis qui là, sent ça, puis elle a des questions pour moi. Puis j'étais comme, écoute, là, j'ai pas vraiment le temps en ce moment, tu me rappelleras dans une couple de mois. Mais à la fin, à dire, ça fait du bien qu'elle m'ait appelé quand même. Puis, fait que c'est ça, on a une grande ermite qui rencontre les gens autour d'elle, mais qui cherche pas nécessairement à se créer un réseau de gens comme, tu sais, vraiment... Attachés solides à elle. Elle s'implique dans sa communauté. Elle va faire de l'activisme, elle est sympathique avec les gens, elle fait des fêtes, mais en même temps, comme... C'est pas son objectif. C'est ça. Son objectif, c'est d'apprivoiser sa solitude. Puis, moi, j'ai l'impression, comme tu disais tantôt, tu sais, on a l'impression de se faire raconter quelque chose, tu sais, comme si on était débarqué chez elle. Elle nous avait fait asseoir dans sa maison pas trop propre, parce que ça, on calisse. 2 chiens, 3 chats, des sauterelles. Des trous en bas des fenêtres, un plancher plein d'ermites, je vais dire. Grenouilles dans sa maison. Puis elle essaie pas de t'expliquer la vie, elle te parle de la chauve-souris qu'elle a observée l'autre jour. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une connexion à la communauté, mais la communauté qui vit sur son terrain. Comme si ça venait remplacer finalement l'espèce de communauté superficielle qu'elle avait quand elle était bibliothécaire au New Jersey, je pense. Et sa communauté, maintenant, c'est les abeilles, c'est les sauterelles, c'est les oiseaux, c'est tout ce qui l'entoure. Puis de temps en temps, il y a une petite incursion dans la communauté humaine, si on veut, à l'extérieur de sa propriété. Quand c'est un peu obligé. C'est comme jamais forcé. C'est comme les circonstances qui font, OK, le chemin est en boîte, le camion est pris dans la boîte. Ça va prendre plusieurs personnes, ça va prendre plusieurs outils. Les voisins se rassemblent et on va aider la personne à sortir du trouble. Il y a comme cet aspect-là. Puis comme tu dis, l'aspect communauté, sa perception, dès le début, ça m'a charmée quand elle est comme, tu sais, je suis propriétaire de quelques hectares, je sais pas trop de terre, mais on n'est pas sûr c'est combien exactement, mais de toute façon, ça m'appartient pas vraiment. C'est ça, pis c'est-tu important? C'est important, je veux dire. Je cohabite avec un écosystème complet. Tu sais, comment un livre, c'est sûr qu'on lit beaucoup d'écrits de la nature en ce moment, puis tu sais, tout ça, ça nous influence, ça nous transforme, mais je pense que c'est un des livres, moi, qui a vraiment contribué à ma transformation de comment je vois le monde. Ah ouais. Parce que, tu sais, maintenant, je regarde ma cour, puis les écureuils, là, puis je suis comme, tu sais, ma cour leur appartient davantage qu'à moi. Ou le chat de la voisine qui chill tout le temps dans ma cour, je suis comme, tu sais, dans le fond, ils l'habitent davantage que moi, c'est à eux. Tu sais, le parc, là, c'est davantage aux animaux qui y vivent qu'à nous. Absolument. T'sais, on est tellement arrogants, là, des fois, les êtres humains dans ce monde en plus capitaliste, là. Mais on va tellement vite, on est tellement occupés que c'est facile d'oublier de pas adopter ce point de vue-là, tu sais, de penser. C'est comme dans beaucoup d'ouvrages qu'on lit en ce moment, ça revient toujours cette idée-là de faut déconstruire la perspective qu'on est en haut de la pyramide, tu sais. On fait partie
de tout un cycle, puis c'est ce qu'elle vient nous rappeler, mais de façon aussi très tendre et très drôle. Cette personne est drôle. J'ai ri en lisant son livre. Moi, j'ai beaucoup aimé l'aspect vignette, parce que dans le fond, tout se lit de façon indépendante dans ce livre. Puis à la fin, c'est comme un peu... C'est pas des nouvelles, tu sais, c'est vraiment un récit, un peu comme un journal intime, mais à la fin de chaque chapitre, il y a une petite touche humoristique, là. Tu sais, c'est une petite touche ironique, une petite touche humoristique. Elle tourne les choses à l'envers. Elle a tout un petit punch, là, tu sais, avec, tu la vois, là, avec son petit sourire en coin. Même quand elle raconte quelque chose de super sérieux à la fin, là, c'est comme ça, elle te regardait avec un petit regard malicieux, là, puis elle te lâchait une petite pique, là. Pour te faire réfléchir. Ouais. Exactement, ouais. Moi, je mentionnerais aussi, là, c'est rare que je lis les préfaces, là. Oui, ben moi, les préfaces de livres, souvent, je passe par-dessus. Ouais. Ça m'intéresse pas, puis souvent, ça vend trop de punch. Oui. Mais la préface de ce livre-là, elle est savoureuse. Elle a été écrite par J.M.G. Leclésio. Leclésio, oui. Que je ne connaissais pas, mais je pense que ça vaut vraiment la peine juste de mentionner pour ceux qui vont lire le livre grâce à nous, qui vont être charmés, qui vont être charmés par notre épisode. Lisez la préface. Moi, je suis curieuse, là, parce que je l'ai pas lu en français, fait que j'ai pas lu cette préface. Moi, j'ai trouvé que, parce que là, je me suis replongée dans le livre pour l'épisode, pour préparer l'épisode avec vous autres, puis j'ai emprunté la copie en français, puis c'est là que j'ai découvert la préface. Fait que je te recommande de la lire parce que j'ai trouvé que Leclésio a fait vraiment du beau travail. C'était touchant. Ça m'a redonné encore plus le goût de le relire. Puis c'est court, hein, parce que des fois, les préfaces, ça finit plus de finir, puis c'est comme tu veux sauter dans l'histoire. Moi, j'ai tendance à lire le livre puis à revenir lire la préface à la fin pour comme m'imprégner une dernière fois de l'histoire puis de voir si j'ai compris ça comme la personne qui a écrit la préface. C'est une belle façon de dire ça. Moi, c'est juste mon syndrome de la bonne élève, je pense. Ah oui! Pour vrai? Je l'ai toute lue. Ouais. J'ai tout lu, toutes les pages. De la pochette à la 4e de couverture. I read it all. Non, mais il y a une humilité dans l'écriture de Leclésio parce que souvent dans les préfaces, on dirait qu'on essaie de beurrer épais pour avoir l'air... c'est un petit peu hautain des fois. Ouais, c'est ça. Moi, ça me rejoint moins, mais là, j'ai trouvé ça vraiment... C'était une plume magnifique, donc je vous le recommande aussi. Mais dans ça, il y a la figure dont j'aimerais parler avec vous de la femme qui est ménopausée. La femme qui a fini la ménopause, qui en parle d'ailleurs, Swabble a dit « À quoi je sers maintenant que je ne suis plus une potentielle reproductrice? » Elle regarde sa biologie humaine elle-même, puis elle se dit « C'est quoi mon rôle dans tout ça? » Puis elle est tellement heureuse, elle dit « Enfin, je sers à rien. » Puis c'est comme une perspective, on peut se dire, ben là, c'est un peu offensant comme idée, mais elle, c'est plus dans l'idée de je sers à moi-même, tu sais. Ouais. Vraiment, je sers à exister, puis à m'implanter dans un lieu. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment inspirant. Puis j'étais comme, ok, ça peut être la vie, ça peut être fun vraiment longtemps. Oui. Tu sais, j'avais comme la fausse idée que... Plus tu vieillis, plus ça va mal. Ouais. C'est quoi ça? Faut qu'on en parle. Mais tu sais, je pense que moi aussi, ça m'a éveillée, mais ça a contribué à ma vision d'une possibilité de vieillir en tant que femme qui est libératrice. Parce que, tu sais, là, moi, j'ai eu 2 enfants, fait que mon corps vieillit vite, de plein de façons. Je vieillis aussi, là, genre à 35 ans bientôt, ça m'a comme frappée parce que quand t'as des enfants, on dirait que tu suis plus le compte des années. Puis là, tout d'un coup, tu te réveilles et t'es comme « Ah, j'ai cet âge-là déjà! » Alors, je pense que moi, je travaille beaucoup à comment accepter mon corps maintenant comme il est, à accepter la vieillesse. Mais tu sais, je dis ça, 35 ans. Puis à accepter aussi que 35 ans, c'est rien. C'est rien. Oui. Tu sais, parce qu'il peut en rester vraiment longtemps devant nous. Ouais. Puis je connais beaucoup de femmes qui ont trouvé qu'une fois que la ménopause était finie, parce qu'on s'entend que là, on se rend de plus en plus compte, ou on en parle de plus en plus, que la ménopause, c'est vraiment hardcore. C'est l'enfer, c'est intense, ouais. Mais comment, une fois que ça s'est passé, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent, tu sais, aussi qui ont vécu des séparations. Ouais. Ou... Moi, ce livre-là, ça m'a fait réfléchir aussi, on en avait parlé dans l'épisode sur le mur invisible, mais sur comment être indépendante en tant que femme. Je peux voir comment c'est un soulagement. Puis pas juste quand tu as eu des enfants, tu sais. Mais ça peut être un soulagement de dire,
ah là, ça, là, ces années-là, là, sont derrière moi. Ouais. Quand t'as passé une grande partie de ta vie à te demander si tu voulais des enfants, ou si t'en voulais pas, à te protéger, ou à essayer d'en avoir, ou là, de dire, ce chapitre-là, il est fini, merci, bonsoir. Puis de savourer qu'est-ce qui est là, finalement, qu'est-ce qui est autour de toi, c'est vraiment inspirant. Elle parle de comment on n'a pas beaucoup de figures pour aborder la femme vieillissante. C'est ça. T'sais, on est dans on va la mépriser, la femme vieillissante, on va trouver qu'elle fait pitié, on va tout voir ça de façon négative, tandis que dans les sociétés anciennes, ces femmes-là avaient du pouvoir, tu sais. Tout à fait. Il y a un moment dans le livre où est-ce qu'elle a une réflexion parce que, Sue Hubble est apicultrice. Qui dit apicultrice dit récolte de miel. Et là, c'est une opération qui repose à 100% ou presque sur ses épaules à elle. Puis, elle doit se promener avec son pick-up à travers les États-Unis pour le vendre, son miel. Ouais. Puis, elle a une réflexion tellement intéressante où est-ce qu'à un moment donné, je me souviens plus dans quel état, elle a dormi dans son camion ou elle dort dans un petit motel, elle est dans une petite banquette, dans un diner, elle prend son café et personne qui la regarde. Elle est dans un monde d'hommes parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de camionneurs, donc les gens sur la route très souvent ce sont des hommes et elle passe inaperçue, elle n'est pas remarquée, il y a personne qui lui parle, il y a personne qui la regarde, elle sort du diner, personne lève les yeux et elle le mentionne comment c'est libérateur pour elle. C'est libérateur dans le sens où son état de femme plus âgée, son apparence aussi qui est moins soignée, puis ça rejoint beaucoup des thèmes qu'il y avait dans Le Mur invisible. L'autrice parlait comment son personnage est pris dans l'oppression de l'apparence, bien paraître, son rôle de maman, et là, avec Le Mur invisible, elle est plus maman, son apparence ne compte plus. Mais là, pour Sue Hubble, elle est séparée, donc son apparence, est-ce que ça compte tant que ça? Elle semble pas intéressée à retourner en couple. C'est une femme ménopausée maintenant. Son garçon a vieilli. Donc, son apparence, c'est plus une importance pour elle. Donc, moi, là, le rapport qu'elle a aux hommes à l'extérieur de sa ferme, c'est sûr que des fois, on lui parle avec une certaine complaisance, mais assez rapidement, le discours change un peu parce qu'elle connaît souvent de ce dont elle parle, puis elle attire finalement le respect de ces hommes-là. Oui, c'est ça. Elle est tellement douée en termes d'ironie, de blagues, que souvent elle va comme un peu déboussoler son locuteur puis être comme « Hey, finalement, comme tu dis, je sais de quoi je parle, puis c'est correct. » Arrête de me mansplainer. Oui, c'est ça, mais elle va pas nécessairement être dans la confrontation, mais elle va plus être comme, tu sais, je le laisse parler, puis comme on sait avec ces hommes-là de certain âge, c'est mieux de faire comme ci, comme ça, blablabla, puis là, je lui lance une petite blague, elle retourne ça, puis elle maintient une relation en bon terme finalement avec les hommes autour d'elle qui lui donnent un coup de main, mais en même temps elle est très au courant que c'est un monde d'hommes à l'extérieur. Mais elle a cette scène-là où est-ce qu'elle a une fête chez elle, puis elle dit les femmes ont amené la nourriture à l'extérieur. Les femmes ont fait ci. Les femmes et les enfants ont fait ça. Puis les hommes ont parlé d'apiculture. Puis elle est tout le temps dans le groupe des hommes, dans le fond. Puis, tu sais, tu vois vraiment, elle se pose beaucoup de questions sur la division entre les hommes et les femmes. Puis en même temps, elle demeure une femme, là. Je veux dire, là, on veut pas tomber dans une discussion de genre et tout. Là, on n'est pas dans le naturalisme. Mais moi, un chapitre que j'ai beaucoup aimé, c'est quand elle parle de son rapport aux outils. Oui. Fait que, tu sais, ça commence en disant quelque chose comme mon ex, il était bien compétent puis habile avec les outils. Puis là, il m'a laissé plein d'outils, puis je sais pas comment les utiliser. Fait que des fois, je les regarde, puis je suis comme tu sers à quoi, toi? Toi, tu sers à quoi? Puis là, je suis découragée. Fait que j'ai fini par toutes les mettre dans un tas, puis appeler ça le tas des outils mystérieux. Oui. Là, l'autre jour, il est revenu me montrer comment utiliser tel outil que je sais pas comment il s'appelle, parce que moi non plus, je connais rien aux outils. Mais je me rappelle plus ce qu'il me dit. Ça, c'est tellement moi aussi. Tu sais, puis ça finit ce chapitre-là en disant « J'ai très bien vécu jusqu'à maintenant sans cet outil. Alors, tu sais quoi? Laissons les choses comme ça. Laissons les choses comme ça. » J'aime comment elle mentionne aussi que des fois, elle sait pas trop à quoi sert l'outil, mais elle dit « ça m'a aidé à réparer telle chose. Je m'en suis servi pour telle chose, puis je sais pas si ça sert à ça, mais c'est pas grave, ça m'a aidé. » C'est ça. Puis tu sais, elle va faire son garçon puis sa blonde vont venir l'aider à réparer sa grange, puis elle va faire des finitions toute seule. Tu sais, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que elle cherche pas à faire partie de la gang des hommes. Oui, non, c'est vrai. Non, t'as raison, tout à fait. Tu sais, elle cherche juste à
vivre puis être indépendante. Oui, rester intègre à elle-même. C'est ça. Exact. Ouais. Parce qu'elle est vraiment cute, là. Il y a un passage quand son fils puis sa bru, finalement, il répare la grange, puis elle leur demande « Ah, est-ce que vous voulez de l'aide ou est-ce que vous préférez que je prépare une tarte? » Puis la réponse, c'est tout le temps « Je préfère une tarte. » Puis elle finit en disant « Ça l'a pris 6 tartes pour rénover la grange pour que ça soit fonctionnel. » Fait que c'est comme ça, j'ai trouvé ça vraiment sweet de reconnaître qu'il y a des fois, on peut laisser les autres faire, puis juste prendre soin d'eux, ça fonctionne aussi, ça fait partie du travail. Fait qu'elle est pas non plus dans le rejet de ce qu'on pourrait appeler d'une occupation, là, entre guillemets, plus féminine, là, c'est-à-dire de nourrir, de prendre soin. Elle est comme tout ça en même temps. Oui. Puis avec humour. Puis elle est pas dans la performance parce que je m'imaginerais à sa place, bon, ça fonctionne plus, 20 ou 30 ans de relation avec son mari, 30 années qui disparaissent, on met ça de côté, faut qu'on se reconstruise. J'imagine que à sa place, moi je tomberais un peu dans la performance. On parle beaucoup de performance, mais ça serait comme, OK, je veux tout apprendre, je veux tout faire moi-même, je veux tout réparer moi-même, puis elle tombe pas là-dedans. C'est comme si elle est genre, bon ben là je me suis dit que ça serait temps que je répare le plancher. Ou ça serait temps que je répare telle chose, puis elle le fait à son rythme, sans se faire une to-do list de fou non plus, parce que on pourrait tomber là-dedans aussi. Puis il y a pas comme une urgence d'apprendre à utiliser tout correctement non plus. Tu sais, elle soutient quand même bien. Elle nous parle à un moment donné de sa scie à chaîne, là, sa super chainsaw légère et tout, là, qu'elle s'achète, elle achète de la crème pour elle et tout. Mais à part, tu sais, elle soutient bien, mais elle apprend à utiliser ses outils, son camion, comment, tu sais, travailler avec les abeilles, elle apprend ça au fur et à mesure, puis ça fait du bien d'avoir un modèle de femme qui est badass, mais qui à la fois qui est pas dans trop dans la performance. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ou dans l'adoption quasiment d'une toxicité masculine. Elle reconnaît sa vulnérabilité. Tu sais, dans le fond, on la voit lutter. Tu sais, comment tu traduis badass en français? Dur à cuire. Dur à cuire, ouais, c'est vrai. Mais tu sais, elle est... C'est ça. Mais tu sais, elle est combative, dans le fond. Tu sais, je pense que quand le livre commence, son mari est parti depuis un bout. Puis là, elle a remonté un peu la pente, mais il faut comme qu'elle se débrouille toute seule. C'est pas facile, là. On parle de ça comme s'il y avait rien qui l'arrêtait, mais elle a des moments justement où c'est dur, où elle est seule, où elle s'ennuie. Sue Obel, c'est vraiment comme une naturaliste, là. Tu sais, oui, elle a un diplôme en botanique, mais elle a travaillé après ça comme bibliothécaire. Puis moi, ça m'a donné le goût d'être naturaliste moi-même, parce que je pense qu'on oublie, là, avec tous les écrits de la nature qu'on lit depuis 1 an, je pense qu'on oublie qu'être naturaliste, là, c'est juste, ça peut être juste un passe-temps ou une façon d'être au monde. Un rapport. C'est ça, t'as pas besoin d'un diplôme. Tu sais, t'as pas... Ça, je pense qu'on le répète quasiment à chaque épisode. Ça, c'est aussi un auto-bag à venir. T'as pas besoin d'un diplôme. C'est ça. C'est correct d'être autodidacte. Puis il y a plein de naturalistes amateurs qui sont autodidactes. Puis ce que j'aime beaucoup dans ce livre-là, c'est aussi avant l'avènement de l'Internet. Oui. Fait que, tu sais, elle retourne chez elle, puis là, elle fouille dans ses livres, puis elle n'en a pas 12 000 non plus. Non, c'est ça. Mais il y a une espèce de lenteur à ça. Quand tu as ton téléphone là, pour l'identifier, la plante, mais premièrement, là, il faut pas trop se fier aux applications. Non, c'est un bon point de départ, mais il n'y a jamais rien qui va t'aider autant qu'un livre ou qu'une autre personne qui s'y connaît. Il faut vraiment faire attention avec ces applications-là. Mais retourner chez toi, fouiller dans tes livres, j'ai l'impression que l'information, tu l'enregistres mieux dans ce temps-là. Même de dessiner les plantes. Pour les mémoriser. Puis je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, moi j'ai essayé un peu, puis c'est vraiment incroyable comment ton rapport aux détails change. Fait que là, c'est plus facile de te rappeler, par exemple, que la feuille est lobée, trilobée, ou tu sais, comme tous les détails de botanique qu'il peut y avoir sur une plante. C'est là que tu te rends compte que ils se ressemblent toutes, mais en même temps, vraiment pas. Quand on regarde de près, c'est vraiment tout différent. Puis oui, ça me fascine, cette déconnexion-là qu'elle a. Que la météo, mais c'est juste la radio qui peut lui dire. Puis des fois, elle rate l'émission, fait qu'elle sait pas. Demain va être faite de quoi? Ou juste se rendre à sa boîte aux lettres, c'est un défi. Fait qu'on revient un peu à la vie d'ermite.
mais qui est facilitée par l'absence de connexion. Ouais, pour moi, ça, c'est un gros fantasme, là. Oui. Parce que, tu sais, je pense que je suis la plus déconnectée, là, que, tu sais, je suis pas sur les réseaux sociaux. Puis, des fois, là, je suis tellement écœurée de mon téléphone parce que quand t'allaites, là, t'es longtemps sur ton téléphone. Là, tu sais, des mal de pouce, là, j'en ai eu, là. Puis, des fois, je suis tellement tannée de mon téléphone que je me dis, OK, je vais regarder la température, puis je suis comme, non. Je veux juste la vivre, la température. Oui. Parce que, tu sais, moi, mes parents, ils regardaient ça à la télé ou la radio, mais même ça, tu sais, ça fait pas partie de mon quotidien. Puis, mais dessiner les plantes, là, ça revient souvent, là, dans mes lectures que je fais ces temps-ci, mais aussi pour les gens qui nous écoutent puis qui ont des enfants ou des neveux ou des nièces ou des petits voisins, là, tu sais, c'est une activité qu'on peut faire avec les enfants aussi, dire, regarde, une grosse araignée sur le balcon, on va aller la dessiner. Ou je suis en train de lire un livre sur la marche aussi, puis elle parle de dessiner en marchant. What? Parce que quand tu prends des photos, tu oublies tout de suite ce que tu as pris. Fait qu'à la place d'avoir un sketchbook, toi qui vas partir en voyage relativement bientôt, d'emmener un sketchbook, puis de juste dessiner, puis d'embrasser l'imperfection. Fait que moi, là, c'est vraiment comme dans mes prochaines choses que je vais intégrer dans ma vie, parce que je me suis toujours trouvée nulle en dessin, mais de juste le faire pour moi. Ouais, de juste le geste. Puis comme une façon concrète de reconnecter avec les êtres naturels. Pour vrai, il y a rien qui sent mieux aussi bon pour moi que comme un nouveau paquet de crayons, ou genre des nouveaux pinceaux, ou la nouvelle aquarelle, ou comme, c'est comme un de mes petits bonheurs, ou l'odeur d'un cahier, un carnet de croquis, puis juste comme la magie des textures. Bref, je pourrais vous parler des heures durant Mais il va falloir faire un épisode là-dessus un jour parce que... Puis ça vient vraiment aussi, même là, j'aime ça ce que tu dis de le faire juste pour le geste, juste pour l'exercice parce que c'est concret ce que tu fais puis t'as un résultat. Puis il faut vivre avec ce résultat-là en se disant ça n'a pas besoin d'être parfait, ça n'a pas besoin de ressembler à l'araignée que j'ai vue. Ça n'a pas besoin d'être comme un croquis naturaliste du 20e siècle ou du 18e siècle ou je sais pas trop, où c'est vraiment des gravures super belles, c'est super inspirant. Mais il y a comme l'idée de laisser aller, puis de juste vivre le bonheur défoiré de la peinture sur une feuille, c'est tellement le fun. J'ai essayé l'aquarelle pour une première fois. Oui, c'est vrai. Ben, une deuxième fois, mais là, une vraie fois, si on veut, là. Puis comme un peu guidée, peut-être. Un petit peu plus guidée, ouais. Puis j'ai décidé de reproduire une photo que j'ai prise pour le balado, que j'ai pas prise en pensant au balado, mais que j'ai utilisée pour une de nos publications parce que vous le savez, je suis une amoureuse de la mousse, là. Donc, juste pour vous dire, c'est ça, l'expérience de peindre de la mousse, de peindre des bouleaux, de peindre des feuilles, des rochers, ça a été tellement un moment de pur bonheur, là. C'était tellement paisible. Je pense que je vais rajouter ça à une routine quand je veux avoir un moment calme à moi. Je me disais aussi comme... Encore une fois, idée là pour les auditeurs, les auditrices, de faire ça entre amis. Oui. Tu sais, parce que nous, on est deux introvertis, mais tu sais, 3 hypersensibles qui surchargent vite. Ouais. Puis tu sais, des fois, de juste chiller ensemble, mais de façon silencieuse, en dessinant. Ouais, de la nature, tu sais, en contemplant la nature, tu sais, de se fermer la trappe. Oui. De la misère à se fermer la trappe, tu sais, tellement qu'on a fait un balado. Mais ça m'emmène aussi de parler de sa vision de l'ornithologie. Ah oui! Parce que elle parle de l'ornithologie. En français, on a juste le mot ornithologie, je pense, pour parler de ce passe-temps-là. Observation des oiseaux. C'est ça. On peut dire aussi, mais... Ouais. Dans le fond, elle parle de birding versus birdwatching. Birdwatching, ça serait peut-être l'observation des oiseaux. Puis birding, c'est vraiment comme un sport. C'est vraiment hardcore, guys. Ouais. Puis tu sais, elle parle de comment les gens vont faire des kilomètres pour aller retrouver un oiseau rare qui a peut-être été aperçu, puis ils font une liste. Puis là, ça, c'est avant l'avènement de l'Internet et qui a propulsé notre performance, là, notre besoin de performance. Mais de nos jours, là, le birding, là, c'est très... en vogue, puis ça peut être comme ça, mais tu sais, il y a différentes approches, là. Je pense que moi, j'en fais presque tous les jours, je sors mes jumelles, puis j'en regarde qu'est-ce qu'il y a autour de moi, mais ça me fait rire parce que mon conjoint me raconte que lui, enfant, son père, il était dans des clubs d'ornithologie avec Oiseaux Québec, entre autres, puis que justement, il y a toutes sortes de gens, mais il y a aussi les gens
zélés, avec les gros Kodak là, qui ont des gros zooms, c'est long comme mon bras, ça pèse une tonne, qui vont vraiment être un peu comme en mode de chasse, là. Tu veux voir l'oiseau pour faire quoi? Pour le cocher dans ta liste, dans ton cahier. Pour avoir tout vu. Okay? Fait qu'on est encore dans la consommation. C'est une drôle de façon, c'est un drôle de rapport à la nature qui défie un peu l'essence même, je pense, pour moi, en tout cas, de birdwatcher, c'est juste de comme regarder d'autres choses qui vivent, qui est différent de moi. 1 fois sur 5, je suis capable d'identifier, puis c'est pas grave. C'est comme les chasseurs de tornades, mais là, c'est pour les petits oiseaux. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, ma vision de l'ornithologie, c'est de m'asseoir en dessous d'un arbre ou dans un hamac avec mes jumelles, quelques livres d'identification et de passer des heures là à attendre que la nature vienne me rejoindre. Puis là, j'étais comme c'est comme ça que j'ai envie de faire ça. Exactement, parce que déjà, juste de spotter un oiseau quand t'es en mouvement, puis t'es en rando, puis ça va vite, de ajuster tes jumelles, c'est difficile. Moi, ça m'a pris plusieurs mois avant d'être capable de bien utiliser des jumelles. C'est normal, c'est pas facile. Si les oiseaux vous intéressent, moi, j'ai enfin joué au jeu Wingspan. Ça faisait des années que j'ai joué à ce jeu. Puis je trouve ça fascinant parce qu'on se rend compte premièrement qu'on sait plus de choses qu'on pensait, parce qu'il y a toute une collection d'oiseaux, mais aussi on est devant l'immensité de la chose, parce que dans le jeu Wingspan, je me rappelle plus comment il y a de cartes de base, mais il y en a vraiment beaucoup. Puis c'est un petit pourcentage des animaux qui existent en Amérique. Alors, tu te dis, OK, il y a tellement de choses que je ne sais pas. Tu sais, il y a combien de sortes de couleuvres au Québec? Moi, la seule chose que je sais des couleuvres, là, c'est que c'est une de mes plus grandes phobies. Ah ouais? Et c'est là que ça s'arrête, tu sais, puis je pense que, tu sais, les gens qui ont créé l'insectarium, c'était ça leur point aussi, là, c'était comme, tu vas avoir peur des choses que tu ne connais pas. Puis Sue Belle, elle m'a emmenée à dire, hey, attends, là, 1 minute, là, regarde là ta bébite, là, puis genre, émerveille-toi. Mais oui, c'est intéressant, le chemin qui se fait dès qu'on commence à, disons, faire des lectures sur la nature ou à s'intéresser à la nature, comment tout ce qui pouvait avant nous sembler menaçant devient comme vraiment apprivoisable, ou comme j'aime pas le mot apprivoiser, mais comme devient ce que c'est vraiment dans le fond, parce que moi, c'est la même chose pour les araignées. Chez moi, c'est un hôtel d'araignées. Genre, s'il y a une araignée dans ma maison, je la touche pas, je la laisse tranquille. Ouais, moi aussi. Puis je sais qu'elle est bénéfique pour moi, qu'elle va comme manger les bébites méchantes, méchantes, qui me nuisent, tu sais. Oui, mais ça revient beaucoup dans son livre, comment elle est consciente de son impact sur la nature, puis comment elle est dans l'acceptation de tout le vivant qui l'entoure. On fait partie de cet écosystème-là, on n'est pas dans une pyramide où est-ce qu'on se trouve au-dessus de tout le monde, puis donc elle a une posture puis une philosophie par rapport à la nature qui est très intéressante. Elle parle par exemple des chauves-souris, il y a tellement de gens qui ont peur des chauves-souris, peut-être avec raison, là, mais elle parle comment, hey, je suis contente qu'il y ait des chauves-souris ce soir parce qu'il y a moins de moustiques autour de moi. Je peux observer les étoiles sans être trop dérangée. Elle est moins dans l'intervention. Elle mentionne à quelques reprises qu'elle doit intervenir. Par exemple, il y a un nid d'oiseau qui se fait attaquer par un serpent. Elle attrape le serpent, elle balance à l'extérieur de la ruche. Pas de la ruche, pardon, mais de la grange. Mais c'est un des moments où elle intervient et elle se questionne sur cette intervention-là parce qu'elle se dit, le vivant a le droit d'exister. Je fais partie, moi aussi, de cet écosystème-là. Qui suis-je pour décider qu'est-ce qui va advenir de telle ou telle espèce animale? Elle parle des blattes, par exemple, qui rentrent dans les ruches parce que c'est le climat, le microclimat parfait pour elle. Mais elle se dit, je vais laisser les abeilles s'en occuper parce que parfois, les abeilles se regroupent ensemble et vont sortir les blattes et les chassent elles-mêmes. Il y a un gros lâcher-prise là-dedans. Puis en même temps, étant biologiste de formation, elle est consciente un peu de la biodiversité, de comment c'est complexe. Dans son chapitre où est-ce qu'elle va couper un arbre, elle dit, je vais couper cet arbre parce que j'ai un peu une idée de l'impact que ça va avoir, mais si je laisse cet arbre-là, peut-être qu'un oiseau va y faire son nid, peut-être que... Là, elle décrit toutes les relations qui peuvent se créer autour de ça. Puis encore une fois, tu sais, moi, cet été, j'ai lu Nature's Best Hope de Douglas Tolomee, puis ça n'a pas été traduit encore en français, mais c'est comment, si tu as un terrain, comment l'aménager pour favoriser le plus à l'aide des plantes indigènes, la biodiversité. Puis
il nous apprend notamment qu'il y a des plantes qui favorisent vraiment plus un grand nombre d'espèces d'insectes ou de bestioles que d'autres plantes. Par exemple, le chêne, c'est comme le meilleur arbre à planter, quelque part. Puis elle est consciente un peu de ça, puis elle nous donne un avant-goût de ça aussi. Ouais. Mais quand elle parle des termites aussi, qui sont en train de manger une partie de son plancher, puis après avoir lu ce livre-là, j'étais comme... OK, parce qu'elle a dit, il y a des termites qui mangent une partie de ma maison, mais savez-vous quoi? Je vais sûrement plus exister le temps qu'il ait fini de la manger. C'est ça. Tandis que on essaie de gérer chaque micro-problème. Ouais, puis problème en guillemets, genre, est-ce que c'est vraiment un problème? Tu sais, il y a des rats dans le quartier, mais je dis des rats, personne n'aime ça, puis oui, ça peut peut-être être un problème, mais tu sais, dès qu'il y a comme un être vivant, là, qui vient, là, à empiéter sur qu'est-ce qu'on a l'impression qui est notre propriété, on capote, tu sais. Mais peut-être qu'il faut juste laisser la nature faire son chemin aussi. Un élément vraiment intéressant du livre qui était assez nouveau pour moi puis sur lequel j'avais pas beaucoup lu, c'est tout ce qui est apiculture, donc les abeilles, comment ça fonctionne une colonie d'abeilles. Puis j'ai trouvé ça fascinant. C'est vraiment complexe, c'est des petites bêtes incroyables. Toute l'histoire de la reine, recevoir une reine par la poste, tu sais, quand elle se fait livrer un insecte, puis là la gestion des colonies, puis les essaims sauvages qu'elle va recueillir, fait que c'est vraiment un élément qui, en fait, ça rythme le livre. Hein? On sent que les saisons pour elle c'est le soin des abeilles, puis elle dit l'hiver qu'elle s'ennuie de ses abeilles parce qu'elles sont fermées dans la ruche, puis elle espère que ça se passe bien pour elle, puis qu'il faut rien bouger, rien casser parce que elle pourrait en souffrir. Mais toi, Annabelle, qui est végane, comment t'as vu ça, son rapport aux abeilles? Mais je dois vous dire, au début, quand Renée, tu nous as mentionné qu'elle était apicultrice, j'ai fait bon. Un petit... J'étais comme, est-ce que ça me tente de lire quelque chose qui parle d'apiculture, qui est une forme d'agriculture, finalement? Mais évidemment, qui utilise les abeilles. Puis, oui, c'est ça, moi, je suis végane, j'ai des convictions, vous me connaissez, j'ai des convictions assez fortes sur plusieurs sujets. Ce livre-là m'a autant appris sur les abeilles qu'il m'a un peu réconcilié avec cette pratique-là, qui peut être dans une zone de gris parfois dans la communauté végane. Personnellement, je n'en consomme pas, mais ça m'a rassurée de voir qu'il y avait des apiculteurs dans le monde qui ont à cœur le bien-être des abeilles. Puis ici, c'est sûr qu'on parle d'une agriculture de survivance. Là, elle survit, l'autrice, elle vit de ce revenu-là, la production de miel. Mais elle a pas comme objectif hyper capitaliste de rentabiliser le plus possible ses ruches au détriment du bien-être des abeilles. Puis elle explique beaucoup, peut-être parfois elle sent qu'elle a besoin de se justifier. J'ai senti un peu le ton. Regardez moi, tu sais, moi je fais ça comme ça, je prends juste le miel qui est produit en surplus par exemple. Puis en tout cas, elle explique toutes ces pratiques dans son livre. Elle permet aux abeilles de choisir leur reine la plupart du temps. Elle va fournir une nouvelle reine seulement quand une ruche a perdu sa reine. Elle va pas nécessairement tuer de reine non plus. Donc, bref, peut-être que je la justifie un peu aussi parce que je justifie ses pratiques parce que j'ai vraiment aimé son livre, mais ça m'a un peu réconciliée de savoir que c'est possible de vivre avec les abeilles, de vivre des abeilles, mais sans les détruire ou sans avoir cette espèce de... C'est ça, là, d'envie d'exploitation capitaliste qui est derrière chacune des décisions parce qu'elle est très soucieuse de l'impact de chacune de ses décisions. Par exemple, elle va souvent faire des petits tours l'hiver là, pour aller voir comment vont ses ruches, mais elle est consciente qu'elle ne peut pas ouvrir la ruche. Parce que les abeilles travaillent tellement fort pour maintenir leur température à l'intérieur, puis elle s'assure que les abeilles aient suffisamment du miel qu'elles ont produit par elles-mêmes. Donc, parce que juste ça, là, on l'oublie que le miel, à la base, c'est la nourriture des abeilles. C'est de ça qu'elles se nourrissent, tu sais. Même ça, moi, j'étais comme... Ah ben oui, tu sais, c'est pas juste un liquide qui fond même pour, c'est ça, pour les ours dans les livres pour enfants qui vont manger du miel, là, c'est... Puis il y a des heures et des centaines de milliers d'heures derrière chaque litre de miel aussi, il faut être conscient de ça. C'est énormément de pollen qui a été récolté, c'est des abeilles qui ont travaillé fort pour le produire, pour nourrir leur colonie et tout ça.
c'est ça. Moi, de savoir, par exemple, qu'elle utilise seulement les surplus, que s'il y a une ruche qui n'a pas été productive, elle va pas la détruire non plus. Elle la laisse là, puis elle se dit, peut-être que l'année prochaine, ça va être une meilleure année pour cette ruche-là. Puis de voir qu'elle fait partie de cet écosystème-là, ça me fait du bien, parce que je me dis, OK, ça existe encore des pratiques comme ça. Parce que c'est facile, moi, d'aller à l'épicerie puis d'acheter du miel, mais c'en est une autre d'acheter quelque chose peut-être qui est produit localement par un agriculteur ou une agricultrice comme Sue Hubble, hein, qui fait du miel plus de façon artisanale, entre guillemets. Mais effectivement, c'est un sujet qui est à débattre, très émotif aussi pour beaucoup de gens. Il y a aussi toute la question de la conservation de la biodiversité, là, dans le sens où c'est des pollinisateurs, là, les abeilles, fait qu'il y a toute une question de vouloir entretenir la santé de la terre, puis ça revient à sa question de à quel point intervenir. Tu sais, moi, je me demandais, j'ai pas la réponse, mais est-ce que c'est nécessaire d'avoir autant de ruches, puis de les soigner, puis d'en prendre soin si on veut que l'environnement autour prospère, ou est-ce que dans la nature, ça se fait toute seule, ça? Est-ce que les abeilles, elles font leur miel, puis elles continuent de travailler, ou est-ce que l'intervention est une intervention nécessaire pour les protéger, parce qu'on sait que les abeilles sont en déclin? Mais c'est à quel point ils sont protégés? Parce que je vous donne un exemple, généralement, pour les grosses productions commerciales, souvent la pratique, c'est une fois que le miel est récolté, c'est tout le miel qui est retiré de la ruche. Puis ce qu'on laisse, c'est une solution sucrée avec des antibiotiques dedans, parce que le miel contient ces antibiotiques-là naturels pour les abeilles. Donc, c'est de leur fournir un substitut, puis se croiser les doigts que ça soit suffisant pour l'hiver. Puis si elles survivent pas, tout bad, on achète une nouvelle reine avec les ailes coupées, puis on refait une autre ruche. C'est ça, c'est de se questionner sur ces pratiques-là. Je pense que c'est quand même important de garder ça toujours en tête, hein, le temps et le travail. Puis veut pas, ça demeure une forme d'exploitation à mon avis, mais évidemment, c'est pas tout le monde qui le pense, mais des animaux ou des insectes qui travaillent comme ça, personnellement, je me vois pas retirer le fruit de leur labeur, hein, parce que il y en a des heures derrière chaque goutte. Oui, c'est ça, c'est sûr. Ça me fait réfléchir. Oui, puis tu sais, l'affaire de couper les ailes pour maintenir parce que normalement une reine peut partir, peut quitter la colonie, peut entraîner la colonie ailleurs, mais les producteurs, pour s'assurer que la reine reste en place, ils reçoivent par la poste une reine avec les ailes coupées. Donc c'est tout dans cette perspective-là, tu sais, puis c'est toujours le féminin, on dirait, qui est exploité dans la nature. On en parle beaucoup, mais les animaux, c'est les animaux femelles très souvent, tu sais, les vaches laitières, c'est le cas, mais les abeilles, c'est la reine là, qui est exploitée. Donc moi j'ai toujours cette réflexion-là, féministe en arrière, aussi avec mes petites lunettes, là, tout le temps. Puis ça me fait toujours quelque chose, hein, une reine, de savoir qu'une reine qui a les ailes coupées dans une ruche qui est prisonnière là, puis sa colonie est comme prisonnière là, puis c'est peut-être pas la meilleure chose pour cet essaim-là qui est dans la ruche, tu sais. Qui normalement, dans la nature, va se réguler, puis va avoir sa liberté de perdre sa reine, d'en gagner une autre, d'en élire une autre, de se séparer, de... C'est ça, puis Sue Hubble, elle est consciente de ça. Puis très souvent, elle laisse les choses aller. Elle fait confiance aux abeilles, elle fait confiance au mystère derrière les abeilles. Parce qu'elle comprend pas tout, hein. Exactement, il y a des comportements, il y a des petites danses, il y a des choses qui se passent, puis elle les explique très bien, puis des fois, elle demande conseil aux autres personnes, aux autres apiculteurs autour d'elle, et personne n'a la réponse. Pourquoi les abeilles... Ou du moins, ils ont des réponses différentes. Oui, ils ont des réponses différentes, donc ça fait... Je pense qu'aussi, tout le mystère derrière les abeilles, ça fait partie d'une des grandes questions qu'elle se pose tout au long du livre, à chacune des saisons. Mais ça serait intéressant, je pense qu'elle a publié un livre aussi sur les abeilles. Plus spécifiquement, Ça serait intéressant aussi de lire ce livre-là pour les personnes que ça intéresse. Pour finir, tu disais que c'est une agriculture de survivance. Dans le fond, elle est très pauvre, hein, elle lutte, dans le fond, pour se maintenir à flot économiquement. Puis là, on parlait au début du mythe, dans le fond, du retour à la terre, du fantasme du retour à la terre de beaucoup de gens. Puis vers la fin de son livre, elle va parler de ces gens-là qui veulent venir vivre dans les Ozarks, puis eux aussi commençaient à avoir une petite fermette ou une petite exploitation.
comment la plupart du temps, ils sont désillusionnés puis ça marche pas parce que c'est une vie qui est dure. Ouais. Puis je pense que, tu sais, dans le milieu académique où j'ai été longtemps, il y a beaucoup de gens qui ont un fantasme de retour à la Terre. Mhm. Je pense que notre génération, il y a beaucoup de gens, tu sais, la chanson Dégénération. Il en faisait partie, mais il y a beaucoup de gens qui ont un fantasme de retour à la Terre. Moi, je viens d'une famille d'agriculteurs, puis même moi, je l'ai eu ce fantasme-là. Ouais. Mais le truc, c'est que quand tu fais ça pour survivre, ou même quand tu veux partir ta petite business là, de ferme bio, là, c'est énormément de travail, puis on se rend pas compte de ça. Puis aussi, c'est que on a cette espèce de fantasme-là d'une vie qui serait plus simple. Puis c'est ça qu'elle dénonce, parce que c'est pas plus simple. C'est d'autres problèmes. C'est d'autres problèmes. C'est ça, ouais. c'est d'autres problèmes. Puis c'est peut-être une vie qui est plus lente, mais la lenteur n'est pas synonyme de simple. La lenteur peut être synonyme d'acharnement, Ouais. de labeur, d'effort décuplé. Puis de lâcher Ouais. prise d'une certaine Puis de façon. lâcher prise. Ouais. Puis c'est ça que souvent, j'essaie de me rappeler, peu importe ce que je fais, que ça soit un projet de conservation des aliments, un projet d'artisanat, un projet de jardinage, que ça va être rempli d'imperfections, ça va être brûlant, puis que la lenteur, c'est ça. Tu sais, la lenteur, c'est pas de dire je vais tout faire qui est dans mon Pinterest, là. C'est de dire je vais essayer de faire ce projet-là moi-même de mes mains, Ouais. puis ça va prendre du temps, Ouais. puis de l'embrasser, puis Il va que je vais avoir pas de la faire douleur. 12 projets cette Ouais. année. Il va y avoir de la douleur, il va y avoir du découragement, je vais me Du remettre en doute, question. exact. Ouais. Ouais. Ta perspective, Catherine, on va terminer avec ça. C'est un peu comme celle de Sue Hubble. Tu sais, comme au lieu de dire c'est où chez moi, c'est de dire pourquoi je me demande c'est où chez moi, pourquoi je pose cette question-là, de vivre cette question-là. Et ça, on le fera ensemble dans un futur épisode. Ciao, bye! A Country Year est paru en 1986 en langue originale anglaise chez Mariner Books. Sa traduction française est parue en 1988 chez Gallimard. La traduction française est de Janine Hérisson et la préface que nous vous recommandons chaleureusement est de Jean-Marie Leclésio. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode sur Une année à la campagne de Sue Hubble. Nous espérons que ce récit vous a aussi inspiré à ralentir, à admirer cette nature qui a tant à nous apprendre et à réaliser des projets à la hauteur de vos ambitions. Justement, est-ce que la nouvelle vie de l'autrice dans les monts Ozarks résonne en vous? Vous inspire-t-elle à faire de même? Envoyez-nous un message via notre site web, répondez à nos publications sur Instagram ou encore écrivez-nous sur Patreon, notre page de financement participatif. Être membre des Survenantes sur Patreon, c'est avoir accès à du contenu extra, comme des courts essais, une série de mini-épisodes ainsi que les bloopers de chaque saison. C'est recevoir une liste de recommandations littéraires à la sortie de chaque épisode et pouvoir nous demander des suggestions de lecture personnalisées à n'importe quel moment. C'est la chance d'être salué en fin d'épisode et de participer à notre processus de création en répondant à nos sondages. Surtout, nous offrir votre soutien, c'est contribuer à la vitalité de ce projet balado et nous permettre de mieux concilier la famille, nos jobs et notre travail créatif. Vous venez d'entendre le 4e épisode de la 2e saison des Survenantes, une création balado de René, Annabelle et Catherine. Au montage et au mixage, Annabelle. La musique et les effets sonores sont tirés de Pixabay. Un merci tout spécial à Angelos Coulon pour le graphisme et la création de notre site web, ainsi qu'à notre photographe Clémence Lenné. Merci à nos amoureux pour leur soutien. Enfin, un énorme merci à notre communauté Patreon. Nicole Roy, Achek Marbouk, Simone, Barbagna Agnese, Tinours, Robbie Jeanne, Karine, Samu, Charlie et Marco. Votre soutien nous permet de conserver notre indépendance, de débourser les frais nécessaires à la production et de continuer de vous offrir du temps d'écoute de qualité. À bientôt!